obtenu copie des modifications tant attendues que le gouvernement Charest entend porter à la loi sur la protection de la jeunesse. En gros, là, il s'agira de recourir de façon moins systématique aux tribunaux. Également, les parents qui veulent conserver la garde de leurs enfants devront changer d'attitude rapidement. Voici ce que José Thibault a appris. Le film Voleurs d'enfance a eu l'effet d'un électrochoc sur plusieurs qui ont réclamé des changements à la loi de la protection de la jeunesse. J'ai couché sur moi, à genoux. Justement, depuis plus d'1 an, le gouvernement se prépare à modifier cette loi. Tout le milieu estime que les changements sont nécessaires. La société québécoise a évolué, les problématiques sociales ont évolué, l'état des connaissances a évolué aussi. Selon ce que nous avons appris, le projet de loi va exclure certains motifs de signalement à la DPJ. Par exemple, les jeunes qui ont des troubles de comportement et ceux qui ne fréquentent plus l'école seront d'abord référés au CLSC, donc aux travailleurs sociaux de première ligne. En contrepartie, les mauvais traitements psychologiques qui risquent de causer des préjudices à l'enfant, entre autres s'il vit dans un climat de violence conjugale, pourraient dorénavant justifier un retrait du milieu familial. Également, le projet de loi va faire plus de place à la médiation. Il y aura un délai de 48 heures au lieu de 24 actuellement pour se rendre devant un tribunal afin d'obtenir une ordonnance de placement pour un enfant. Assez de temps parfois pour dénouer une crise familiale sans la lourdeur du processus judiciaire. Il y aura dans la loi des éléments qui vont faire cesser ce ballottement-là. En disant ça, la ministre prévoit un gros changement de cap. En ce moment, le parent naturel peut perdre puis ravoir la garde de son enfant placé en famille d'accueil à répétition. Comme on veut maintenant privilégier un projet de vie stable, les parents naturels auront entre 1 et 2 ans pour se reprendre en main. Passé ce délai, leur enfant pourra être adopté. Québec fait le pari que des interventions plus rapides, plus concentrées en début de prise en charge d'un enfant lui permettront d'avoir une vie plus stable. Peut-être, mais déjà les travailleurs sociaux, qui se disent trop peu nombreux, se demandent comment ils pourront répondre à cette nouvelle commande. José Thibault, Radio-Canada, Québec. Il est plutôt rare de parler d'inondations ce temps-ci de l'année, les crues faisant habituellement leur ravage au printemps. Cette fois-ci, ce sont les régions de Sherbrooke, des Bois-Francs, du Saguenay et de Québec qui ont été affectés par les pluies abondantes qui ont provoqué le débordement de plusieurs cours d'eau. Les riverains évacués la nuit dernière ont commencé à retourner chez eux. Stéphanie Tremblay va nous décrire les lendemains de veille. Une journée à l'eau pour bien des citoyens du centre-ville de Sherbrooke. Tôt ce matin, le niveau de la rivière Saint-François atteint 23 pieds, alors que la normale est de 12 pieds. Une vingtaine de personnes sont évacuées. Il y a eu gros des inondations. Puis, on n'a jamais déménagé. Donc, c'est la première fois que vous voyez quelque chose d'eau. Des portions de routes fermées, des stationnements inondés, le centre-ville est presque impraticable. Seuls quelques mordus profitent de la crue des eaux pour s'amuser un peu. L'arrondissement Lennoxville est encore plus durement touché. Le gonflement de la rivière Saint-François a forcé la fermeture de l'université Bishop et du collège Champlain. 125 personnes ont dû quitter leur résidence. Il y a des gens qui ne voulaient pas sortir de leur maison. Par contre, sur les 150, on a seulement 2 personnes qui ont envoyé un hébergement. Les autres ont tous trouvé un lieu d'hébergement, soit sur des amis, soit sur la famille. Ailleurs en Estrie, les inondations ont nécessité l'évacuation d'une centaine de personnes. À Asbestos, par exemple, les fortes pluies ont complètement transformé le visage du secteur Trois-Lacs. La plage a disparu. Autour, on se croirait à Venise, sans les gondoles. 7 ans que je demeure ici, puis c'est la première fois. Ça monte, là, mais jamais comme ça. Du côté de Windsor, c'est le secteur Green Lake qui y a goûté. Les riverains ont mis leurs biens à l'abri. Mais mes garçons ont rentré le bois parce que la rivière, là, ils voulaient nous envoyer. Fait que là, la rivière a reparti avec le bois. Fait que mes garçons ont tous rentré le bois. À Richmond aussi, des inondations sont rapportées. Dans la région des Bois-Francs, la situation s'améliore. Le niveau des rivières Nicolet et Bulstrode s'est stabilisé. Les 56 résidences évacuées ont pu être réintégrées sans trop de problèmes. Même si la situation rentre dans l'ordre peu à peu, les autorités surveillent la situation de près. Stéphanie Tremblay, Radio-Canada, Sherbrooke. Bien, au chapitre de l'économie maintenant, General Motors n'est plus le géant qu'il était et ressemble davantage à un colosse aux pieds d'argile.
avec des pertes de plus d'1,5 milliard à son troisième trimestre. GM, qui a déjà annoncé la suppression de 25 000 emplois d'ici 2008, vient de conclure une entente avec le syndicat américain des Travailleurs unis de l'automobile pour sabrer dans les programmes de santé de ses employés. Explication, Marc Godbout. Dans le berceau nord-américain de l'automobile, un empire s'en va à la dérive. General Motors s'enfonce dans le rouge, l'hémorragie se poursuit. La deuxième plus grande entreprise de la planète est sous haute surveillance. Depuis des semaines, le mot « réduction » est prononcé au quotidien par les hauts dirigeants. Et pour cause, les résultats des 3 derniers mois sont désastreux. GM a perdu plus d'1,5 milliard de dollars américains. Baisse des ventes de 24 % aux États-Unis le mois dernier, malgré les incitatifs. La flambée du prix du pétrole a rattrapé GM, qui mise depuis au moins 10 ans sur la vente de ses véhicules énergivores pour faire des profits. Et ce n'est qu'un des problèmes. Ça fait des mois que le constructeur cherche à réduire les coûts des avantages sociaux qu'il doit verser à ses travailleurs américains. Or, il vient d'arracher au puissant syndicat des travailleurs unis de l'automobile d'importantes concessions dans la couverture santé des employés. C'est 1 milliard de dollars par année d'économie pour GM. Et malgré cette entente, le constructeur maintient le cap sur la suppression d'au moins 25 000 emplois d'ici 2008, annoncé en juin. À New York, le titre de General Motors a rebondi aujourd'hui, mais il a quand même perdu 30 % de sa valeur depuis un an. GM is just like the Titanic surrounded by a sea of icebergs. Pour cet analyste, GM navigue comme le Titanic dans une mer d'icebergs. Et le plus gros des obstacles est toujours devant. General Motors doit supporter le poids colossal des régimes de retraite qui, aux États-Unis, sont assurés par les entreprises. On est de plus en plus proche d'une période dramatique où GM va devoir tirer les conséquences d'un certain nombre d'échecs de sa stratégie ces 4 dernières années. Les espoirs sont largement déçus et l'heure de vérité approche. Les détails du plan de restructuration restent à venir, mais le temps presse. Le constructeur a perdu 4 milliards de dollars depuis le début de l'année. Ça va tellement mal pour GM qu'elle songe à vendre sa division financière, la seule entité rentable de l'Empire, pour mieux traverser la crise. Marc Godbout, Radio-Canada, dans la région de Détroit. Ben voilà une bonne nouvelle. Après 5 mois de grève, les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal ont accepté, dans une proportion de 96 % l'entente de principe conclue hier. Le nouveau contrat de travail comprend des augmentations salariales de 2,5 % en moyenne pour les 5 prochaines années, ce qui n'est pas encore la parité avec les musiciens de l'Orchestre du Centre des Arts d'Ottawa. Des changements ont également été apportés aux conditions de tournée, de même qu'aux horaires de travail. Les 95 musiciens de l'OSM seront donc de retour juste à temps pour accueillir leur nouveau chef, Kent Nagano, dimanche qui vient. Le président de la FTQ a vivement réagi aux propos de Jean Charest, qui a manifesté hier sa ferme intention de tenir tête au syndicat de la fonction publique. En entrevue, à la part des choses, Henri Massé a déploré cette intransigeance qu'il voit comme un obstacle majeur à un règlement. C'est comment vous avez réagi lorsque vous avez entendu votre premier ministre? Je commence à trouver ça baveux. Et ce genre de discours-là, moi, je pense que ça vient juste mettre de l'huile sur le feu. Ça vient juste faire choquer notre monde, parce que passe quasiment pour avoir volé les citoyens et les citoyennes de partir avec les impôts, alors qu'on n'a même pas suivi le coût de la vie. Et puis en Colombie-Britannique, ce sont les enseignants en grève illégale, enseignants de la province en grève donc depuis maintenant plus d'une semaine, qui ont reçu un appui quasi inespéré, environ 20 000 travailleurs des secteurs publics et privés qui sont rendus à Victoria pour manifester leur appui aux enseignants qui entendent demeurer sur leur position. Même détermination d'un autre côté, du côté du premier ministre Gordon Campbell, qui demande aux 40 000 enseignants de rentrer au travail. Compte rendu, Sandrix Bouchard. Une foule bruyante, 20 000 personnes ont quitté leur travail pour venir manifester leur appui envers les enseignants de la province. Certains sont venus d'aussi loin que le Yukon. Parce que je tiens à appuyer les professeurs. Nous sommes aussi dans une année de négociation. Les syndicats, présentement, n'appuient pas les enseignants parce qu'on est des personnes qu'ils aiment bien. Ils s'aperçoivent que qu'est-ce que fait le gouvernement peut avoir des conséquences sur leurs propres négociations.
Cette manifestation n'est que la première, promet le président de la Fédération des travailleurs de la province, qui est à l'origine de l'événement. That on Wednesday of this week, another massive shutdown in another area of this province will take place. Mardi, ce sera le nord de la province et mercredi, Vancouver, qui devrait être la cible des manifestants. Survoltée par ses milliers d'appuis, la présidente du syndicat des enseignants promet de son côté de continuer le combat. We're not giving up our rights. Les enseignants maintiennent donc leur position. Ils reprendront le travail seulement si le gouvernement renonce à leur imposer par une loi spéciale une prolongation de leur contrat de travail actuel jusqu'en juillet prochain. Mais le gouvernement campe aussi sur sa position. Il refuse de négocier avec les professeurs tant qu'ils feront la grève. We can end this impasse. It starts with obeying the law and respecting the courts. Rappelons que la Cour suprême de la Colombie-Britannique a ordonné aux professeurs de reprendre le travail le 9 octobre et a ensuite interdit aux syndicats de payer ses grévistes. Depuis, le syndicat commet un outrage au tribunal en ignorant cet ordre de la Cour et en poursuivant cette grève. Un procureur spécial vient d'être nommé dans le but de forcer le syndicat à obéir aux ordres de la Cour. On se retrouve donc toujours dans une impasse dans le dossier de cette grève illégale des enseignants de la Colombie-Britannique. On ne sait pas si des accusations criminelles seront portées et on ne sait pas si et quand les négociations pourraient reprendre. Ce qu'on sait, c'est que des milliers de personnes sont derrière les professeurs. Cédric Bouchard, Radio-Canada, Victoria. 3 brèves nouvelles économiques. La crainte d'une autre tempête tropicale dans le golfe du Mexique fait grimper le cours du pétrole. C'est maintenant Wilma qui menace les installations pétrolières de la région, déjà lourdement endommagées par le passage de Katrina et de Rita. À New York, le prix du baril a grimpé d'1,73 pour clôturer à 64,36 américains. Cette augmentation du cours du pétrole, de même que la hausse possible d'1/4 de point du taux directeur de la Banque du Canada demain, a fait gagner 45 centièmes, presque un demi-cent au dollar canadien, qui a terminé la séance à 84 cents, 81 centièmes américains. Les Canadiens dépensent davantage justement parce que les prix de l'énergie augmentent. Au 2e trimestre, les consommateurs du pays ont acheté pour 96,5 milliards de dollars de marchandises dans les commerces de détail. C'est 7,1 % de plus qu'à la même période l'an dernier. Il semble bien que la publication du résultat du référendum de samedi sur la future constitution de l'Irak va tarder. La participation au vote a été importante, peut-être même trop importante, de sorte que la commission électorale irakienne veut effectuer des vérifications supplémentaires. Il reste que le oui semble en avance, ce qui, évidemment, ne doit pas déplaire au président Bush des États-Unis. Demandons des précisions à Roger Hawke, notre collaborateur à Bagdad. Roger Hawke, la commission électorale irakienne devait rendre publics les résultats de ce référendum. À dernière minute, on a décidé de ne pas le faire. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait eu plus de votes qu'il y avait de votants, finalement? Oui, c'est possible, puisqu'on sait qu'il y a eu une forte participation chez les Kurdes au nord et les chiites au sud. Et on parlait de participation qui était plutôt de 50-60% de participation, alors que là, on arrive avec les bulletins de vote, les premiers bulletins de vote, on arrive à des chiffres atteignant 90%. Donc il y a une différence évidente. Il pourrait y avoir eu des fraudes ou du bourrage d'urnes dans certaines régions. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les comptages, le dépouillement des votes dans les régions sunnites n'est pas terminé. On sait que 2 régions sunnites ont voté pour le non. Les 2 autres régions sunnites, on ne sait pas pour l'instant. Et il faut quand même rappeler que les sunnites vont jouer un rôle d'arbitre dans ce scrutin pour savoir si la Constitution est adoptée ou non. Bon, il semble qu'on ait confiance quand même que le oui finisse par l'emporter, dans l'hypothèse où le oui l'emporterait. Est-ce à dire que ça mettrait fin, ça, à l'insurrection en Irak? C'est vrai que si le oui l'emporte, le processus politique continue avec les élections législatives au mois de décembre, le 15 décembre, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais cela ne va certainement pas mettre un terme à la guérilla sunnite, aux groupes terroristes qui commettent chaque jour des attentats. D'autant qu'il faut encore le rappeler, les chiites et les kurdes sont pour la Constitution, les sunnites sont contre,
Et donc, il va bien falloir que tous ces gens-là discutent ensemble. Alors, est-ce qu'ils vont s'entendre pour consolider l'unité de l'Irak ou bien est-ce qu'ils vont s'entendre pour morceler, pour diviser l'Irak en plusieurs régions autonomes? Donc le problème n'est pas réglé, on ne sait pas de quoi sera fait le futur, l'avenir pour l'Irak, et c'est vrai que les semaines qui viennent vont être déterminantes, et c'est pour ça qu'il faut regarder de très près le résultat des votes région par région, tout en sachant que de toute manière, les opérations de la guérilla sunnite vont continuer. Bon, alors effectivement, donc, le départ, par exemple, des troupes américaines n'est pas pour demain, même si l'Irak se veut un petit peu plus démocratique dans les mois qui vont venir. Le début de retrait des troupes américaines dépend de deux choses. D'abord que le processus politique continue avec législative pour avoir un gouvernement irakien, un nouveau gouvernement irakien plus fort et plus légitime aux yeux des Irakiens. Et ensuite, il faut que l'armée irakienne soit bien entraînée, qu'elle soit terminée d'être formée pour pouvoir prendre le relais des forces américaines. Ce n'est pas encore le cas, mais si on veut être optimiste, on peut espérer que les forces américaines vont commencer à se retirer d'Irak à partir du printemps 2006. Soyons optimistes. Merci beaucoup, Roger. Bonsoir. Merci. Le virus de la grippe aviaire voyage d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Et pour la première fois, un pays de l'Union européenne, la Grèce, est touché. Une dinde a été infectée, mais jusqu'ici, l'animal n'a pas transmis le virus à l'humain. Mais des milliers d'oiseaux ont dû être abattus. Aux États-Unis, des chercheurs ont réussi à extraire des cellules souches de souris sans provoquer la mort de leur embryon. Il pourrait être possible d'appliquer cette technique aux embryons humains. Si tel est le cas, le débat sur leur utilisation pourrait prendre une toute autre tournure, la question éthique et morale étant le frein au développement de cette technique. Ces cellules ont la capacité de se reproduire et peuvent soigner une foule de maladies. Le Pakistan aurait bien pu se passer de cette